Le chemin de fer, vous en doutez bien, fait partie de l'histoire de notre pays. C'est une composante essentielle de son développement économique, industriel, social et même humain. Une histoire qui remonte grosso modo à 1830-1850 jusqu'à nos jours et qui se continue. Et bien entendu, dans l'histoire du chemin de fer, il y a un environnement technique, social, humain, ce que j'appellerais son patrimoine. Et il était normal que ce patrimoine soit sauvegardé au même titre que l'on a sauvegardé d'autres patrimoines architecturaux, industriels et même dans le domaine de la locomotion, dans le domaine de l'automobile. Et voilà pourquoi une poignée de passionnés, de fondus du chemin de fer se sont acharnés à sauver ce patrimoine. Et quand je dis le patrimoine, c'est non seulement le matériel roulant que vous voyez ici à la Cité des Trains à Mulhouse, où je me trouve et qu'il faut absolument visiter, mais il y a les gares, les ponts, les viaducs, les postes d'aiguillage. Voilà ce que vous allez découvrir donc dans ce DVD consacré au patrimoine et enregistré ici à la Cité des Trains à Mulhouse. Donc dans ce DVD, 2 films et 4 bonus. Premier film, la rotonde de Chambéry. Et oui, au titre du patrimoine, il y a par exemple les dépôts de chemin de fer. Et vous savez que les dépôts avaient la forme caractéristique d'une rotonde, c'est-à-dire d'un bâtiment en rond sur lequel on mettait en arc de cercle, c'était très joli les locomotives, et les voies étaient desservies par un pont tournant. Et l'une des plus belles rotondes en France, c'est la rotonde de Chambéry, qui a été sauvegardée, restaurée par une poignée de passionnés. Une rotonde qui fait 110 mètres de diamètre et qui dessert 36 voies. Le deuxième film, Rétro Voyage. Autrement dit, les origines du musée des chemins de fer. Et oui, en 1969 a été créé ici à Mulhouse le musée des chemins de fer qui rassemble une centaine de pièces dont certaines sont très rares. Et en 2005, il est devenu la Cité des Trains. Donc c'est notre séquence rétro avec, vous allez voir, une mise en scène et des personnages en tenue d'époque. 4 bonus. Premier bonus, le matériel, le viaduc métallique de Claps sur la ligne Valence-Briançon. Un viaduc construit en 1894, 4 travées métalliques de 54 mètres, un véritable chef-d'œuvre qui a été restauré. Et lui aussi fait partie du patrimoine. Deuxième bonus, comment ça marche? Autrement dit, la restauration des vitraux de la gare Saint-Lazare, qui font également partie du patrimoine. Troisième bonus, des idées d'avance. Et oui, souvenez-vous, c'était au mois de mai et au mois de juin 2003, sur les Champs-Élysées, l'exposition du matériel ferroviaire. Une idée géniale, 6 millions de visiteurs, j'oserais dire une idée d'avance, mais une idée à reprendre. Enfin, quatrième bonus, un homme, un métier, à tout seigneur, tout honneur, le président de la Cité des Trains à Mulhouse, un passionné des trains, Philippe Merville. Alors vous venez d'arriver maintenant dans un endroit qu'on appelle la rotonde. Pourquoi ce mot rotonde? Ben, regardez autour de vous, tout est rond. À quoi sert la rotonde? Eh bien, ici, on va tout simplement garer les locomotives quand elles ne sont pas en tête des trains. Quand la machine a fini de remorquer le train à la gare, on va la faire rentrer obligatoirement ici. Alors comment on procède? La machine, elle va arriver sur les voies d'entrée, ici, puis après, elle va monter sur ce pont que vous voyez là. Ça, c'est une plaque tournante. Le pont va se mettre en rotation et on pourra remettre la machine en face de n'importe quelle voie. Alors les machines, quand même ici, elles ne font pas que stationner. Ce serait trop facile. On a quand même aménagé quelques voies, que l'on va aller d'ailleurs voir, des voies où les gens de l'atelier peuvent travailler. Des écoliers visitent une rotonde, pendant que des ouvriers la maintiennent en état. Jusqu'ici, rien de plus banal, si ce n'est que le guide des enfants, tout comme celui qui répare, sont l'un comme l'autre des cheminots, qui chacun à leur manière contribuent à la sauvegarde du patrimoine. On n'a pas toujours conscience d'avoir devant soi un monument historique. L'histoire de ce bâtiment remonte au début de ce siècle. La révolution industrielle a traversé les Alpes et le PLM a pris la relève de la compagnie Victor Emmanuel.
Chambéry est au centre d'un dispositif ferroviaire qui cherche à pousser le rail au fond des grandes vallées. Mais les infrastructures s'avèrent insuffisantes. Il faut pour la Savoie une rotonde adaptée à l'augmentation constante du trafic. La construction commence en 1908. Elle durera 3 ans. C'est l'époque où des impressionnistes au futurisme, des artistes font du fer et de la vitesse les vecteurs de l'art moderne. 17 ans plus tôt, la Tour Eiffel s'est érigée en symbole universel. L'architecture métallique triomphe. Le diamètre total de la rotonde est imposant, 110 mètres, dont 55 pour la coupole. Au centre de la partie annulaire, elle coiffe une plaque tournante de 21 mètres qui rayonne sur 36 voies. Elles permettront le remisage de 72 locomotives. Mais le terrain choisi se trouve en plein marécage. Les architectes, tirant des leçons de l'édification des palais vénitiens, utilisent le mélèze, un arbre qui ne pourrit pas au contact de l'eau. Alors pour stabiliser l'ensemble, il a fallu enfoncer des pieux de bois. On en a enfoncé environ 3118 rien que pour la rotonde. Et ensuite, sur ces pieux de bois, on a édifié des blocs de béton. Sur ces blocs de béton, toute une série de voûtes qui vont soutenir l'ensemble de l'édifice, aussi bien le mur polygonal que les appuis des piliers, ou bien alors les voies rayonnantes autour de nous. En mettant en scène le progrès, le chemin de fer ne fait pas qu'instaurer un nouveau rapport à l'espace et au temps. Il favorise l'expérimentation technologique et propose de nouvelles idées architecturales. Dans ces gares, que Blaise Sandrard qualifie de plus belles églises du monde, les ingénieurs se sont convertis à la religion du fer. Les halles et les charpentes métalliques deviennent l'expression d'une audace qui semble chercher les limites d'un système constructif. En fait, ce qui est novateur à l'époque, c'est de franchir des portées qui sont très importantes. On a en fait un bâtiment qui couvre environ 1 hectare, 9500 mètres carrés. Pour franchir cet espace de 55 mètres de diamètre libre, la solution qui a été retenue, c'est une solution d'arc, de 18 arcs, qui composent une coupole qui fait 27 mètres de hauteur. Tout ça forme un tout, un ensemble, une cohérence qui permet d'avoir cette unité de lieu, cette unité d'espace et volume. Le mouvement circulaire amène chaque locomotive sur une des voies rayonnantes jusqu'à la partie annulaire. Ici, le glissement des machines et la logique architecturale sont étroitement liés. Cette rotonde n'est pas qu'une prouesse technique. Elle exprime le dépassement de la valeur d'usage d'un édifice et illustre avec élégance l'adéquation d'un lieu avec la nature du travail que l'on y effectue. Cette magnifique structure, qui fait environ 800 tonnes, 800 tonnes, c'est le poids d'environ 10 locomotives. Donc c'est un poids énorme, mais en même temps on a une impression de légèreté, de volume immense, une sorte de cathédrale en fait. Et tous ces arcs, toute cette structure métallique repose sur quelques points qui sont des articulations et qui sont en fait ce qu'on appelle en termes techniques des rotules. Et on pourrait tout à fait, et si on en avait les moyens, soulever cette structure parce qu'il n'y a pas d'encastrement, il n'y a pas de liaison en fait entre la partie qui est en dessous et qui repose sur une pile et la structure en elle-même. Et tout ça repose, cet arc repose sur certaines articulations. On voit là d'ailleurs un joint creux qui prouve bien que cet élément repose sur la rotule. Alors, on est à Chambéry, on a des températures qui peuvent aller de -10, -15 jusqu'à +30, +35 l'été. Le métal est un matériau qui se dilate, qui bouge, et ce type d'articulation, en fait, permet de reprendre toute cette dilatation. On a d'autre part une énorme coupole qui est soumise au vent, donc des efforts relativement importants sur cette coupole. À nouveau, cette articulation permet de reprendre toutes ces charges. Quand la société industrielle se réveille en plein cauchemar, la rotonde est en première ligne, à la merci du vent de l'histoire. Le système ferroviaire devient un enjeu stratégique. Plus d'un tiers des gares importantes seront détruites. À Chambéry, le bombardement de mai 44 touche entre autres le remisage vapeur et l'atelier de levage. Seule, la coupole sera épargnée. Lorsque j'étais apprenti en 1952, c'était tout de suite après la guerre, et la rotonde a été bombardée. Elle a été beaucoup touchée par les bombardements alliés. Et la toiture a pratiquement été toute démolie. D'ailleurs, à l'époque de la construction, la couronne extérieure de la rotonde était couverte en tuiles, non pas en ardoise. Et les tuiles qui étaient brisées par les bombes
ont servi à boucher les trous des bombes dans la cour. Tout a été charrié à la brouette. Parce que l'époque du dépôt, il y avait 600 agents environ. Et comme il y avait beaucoup de travail à faire, les gens ont participé au déblaiement, à la reconstruction, etc. Une petite anecdote, c'est de la Libération, que je n'ai pas vécue, mais qui nous a été souvent racontée. C'est lorsqu'un ouvrier est monté sur le toit pour aller placer le drapeau tricolore au sommet de la rotonde à 35 mètres de haut. Et il a flotté pendant des mois et des mois. Il s'est effiloché au fil des années. La rotonde, pour moi, c'est une vieille histoire. Je l'ai découverte quand j'étais petit, puisque mon père travaillait bien sûr à la SNCF, il conduisait les trains, et un beau jour, il a décidé de m'emmener voir les locomotives. Donc, bien entendu, j'étais obligé de venir sous la rotonde. Et c'est là que, tout petit, j'ai vu ce bâtiment qui m'a tout de suite très intéressé. Et de toute façon, j'avais décidé d'être cheminot, et ça s'est réalisé. Donc, j'ai fait mes débuts à l'atelier, bien sûr, quelques années après. Donc j'avais l'occasion de travailler également sous la rotonde, et là je la voyais vraiment tous les jours, et c'est là que je l'appréciais. Et puis où je me suis vraiment intéressé, c'est à partir de 1976, quand j'ai appris qu'à la suite d'un contrôle de l'ossature de la charpente, elle était vraiment en mauvais état, et que l'on m'a prévenu qu'elle menaçait d'être démolie. Et là j'ai vu une lettre à l'appui où on disait bien que ce bâtiment n'avait plus lieu d'exister. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, on ne peut pas laisser partir comme ça un bâtiment. La rotonde accompagne la vie de Chambéry depuis 90 ans. Son histoire est aussi celle de ceux qui, chambériens, cheminots ou les deux à la fois, ne voulant pas effacer ces traces de leur mémoire, se sont sentis concernés par sa sauvegarde. Donc j'ai alerté la presse en faisant publier dans le journal local, le Dauphiné Libéré, un article concernant les menaces qui pesaient sur la rotonde. Et puis il a fallu contacter bien sûr tous les services de l'architecture intéressés, le ministère de la Culture, les bâtiments de France, etc. Ça a quand même duré 2 ans de procédure et enfin on a réussi à déboucher sur l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du bâtiment en 1984. Cette rotonde est plus qu'un simple exemple de patrimoine. Elle symbolise une architecture ferroviaire qui voulait sublimer la peur de la modernité. À la naissance du monde industriel, l'univers des machines était vécu comme une agression que les rosaces et les dômes des gares devaient apprivoiser. Un siècle plus tard, l'architecture fonctionnelle a signé la victoire d'un rationalisme qui uniformise les lieux d'échange pour qu'ils correspondent aux critères de production internationaux. Le temps qui passe s'est attaqué à l'idéal de ces architectes, pour qui le fer incarnait aussi l'idée qu'ils se faisaient de la durée et de la stabilité. C'est la rouille qui se met à l'intérieur des deux parties jumelées des cornières. Ça fait un gonflement qu'on voit la rouille et puis ça lamine toute la pièce à l'épaisseur de la cornière. Les rivets, la tête du rivet a presque disparu. Tout ça est dû à la rouille par rapport à une tête qui est bien protégée par la peinture et une qui ne l'est plus, la corrosion. Un monument classé apporte de fait à son propriétaire la certitude d'une contribution pour assurer son entretien. Nous, dans cette rotonde de Chambéry, nous sommes dans un édifice qui est inscrit à l'inventaire complémentaire. Nous avons donc la même obligation de maintenir l'édifice en état, mais aucune aide extérieure assurée. Donc il y a un travail fondamental et très important à engager pour remettre en fait à neuf cette structure dans l'esprit bien sûr de ce qui a été fait en début du siècle. Je crois que l'on n'a que trop détruit les friches industrielles. Évidemment, quand une industrie tombe, on ne peut peut-être pas tout garder. On n'en a que trop détruit. Je pense pour ma part que les jeunes ne peuvent pas s'imaginer un passé s'il n'y a plus de traces du tout. Quand on veut savoir où on va, il faut aussi savoir d'où on vient. On peut penser à tous ces hommes qui ont travaillé avant nous pour construire ce bâtiment, et puis qui ont aussi œuvré et travaillé, qui ont même souffert. Alors je pense que la curiosité des gens qui viennent visiter la rotonde, c'est tout simplement que cette rotonde de Chambéry, de n'importe quel point où l'on se trouve, légèrement en hauteur bien sûr, on va voir ce dôme. Et ce dôme, en fin de compte, il est secret. On ne sait pas du tout ce qui se passe dessous. Oui, je la voyais dehors et je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce vieux bâtiment? Bon, on avait l'impression qu'il était totalement délaissé. Hein. Non, pas du tout, oui. Ben, c'est bien.
C'est formidable si elle sert toujours et puis que vous l'entretenez. D'accord. Donc là, on a réparé les 3 premières travées, ce qui représente donc l'emplacement de 6 voies. Et il y en a 36 voies. 36 voies autour de vous. D'accord. Donc ça nous fait 6 années de travaux, rien que pour la partie annulaire. Ah, Et il nous restera les 4 ans pour la coupole. On arrive à 10 ans. donc à combien? 3 millions par an en gros? Bah, petit à petit, ça chiffre un peu plus. Là, on a démarré 1,5 million. Cette année, on est à 2 et quelques. Ensuite, ce sera 3. Oui, le coût de la vie. La SNCF, si vous voulez, en fait, fait un gros effort, mais considéré du point de vue du patrimoine, ça intéresse tout le monde, je dirais. Personne ne peut se désolidariser parce que l'intérêt de l'affaire, si vous voulez, touche au bien commun. Le patrimoine, c'est l'affaire de tous. Et ça pose le problème du financement de la restauration de la rotonde. Pour cette rotonde aujourd'hui, nous disposons d'un crédit d'environ 1 million de francs par an, sachant que pour réaliser la réhabilitation, la masse totale nécessaire est de 30 millions de francs. 75 ans après la mort de Gustave Eiffel, la SNCF restaure les 6000 ponts et ouvrages d'art métalliques dans le même esprit et avec la même technique de rivetage qu'à l'origine. Toutes les pièces défectueuses de la rotonde sont reconstituées à l'identique. Notre force, c'est le rivet. On fait du rivet à l'ancienne, comme à l'origine. C'est ce qui est la force des équipes. Il y a pas mal d'entreprises privées qui font du rivet, mais qui ne traitent peut-être pas les ouvrages comme nous on les traite. C'est un savoir-faire des équipes, ça, je pense. Alors l'apprentissage se fait à l'équipe. Moi, disons que j'étais... tous les riveurs qu'on a, on tourne. On sait tous faire les rivets, mais on l'apprend au sein de l'équipe. Toutes les petites astuces, tout le rivetage, c'est les anciens qui nous le façonnent. Nos jeunes, la toute jeune génération, elle est prise dans une perception tronquée du réel. Elle croit qu'on appuie sur des boutons, ça apparaît sur un écran. Ils ne saisissent plus la masse de travail et ce qu'il faut se coltiner dans un travail matériel, manuel pour aboutir. Les jeunes ne perçoivent plus les milliers d'heures de travail qu'il peut y avoir dans l'édification de la coupole. Ça doit complètement leur échapper. La restauration de la rotonde sera menée à bien et la SNCF donne l'exemple. Les premiers pas sont faits, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas en rester là. Ce n'est pas un appel que j'en mais je voudrais que les pouvoirs publics aient bien conscience que c'est l'affaire de tous les ministères comme les transports et la culture, c'est l'affaire de toutes les collectivités locales parce qu'en fait c'est un intérêt patrimonial qui touche le pays, ce n'est pas une affaire strictement locale.
109 km de long, 17 tunnels, plusieurs ponts et viaducs, des rampes de 20 mm par mètre, telle est la voie unique Livron-Aspres-sur-Bûche qui suit le lit de la Drôme sur les 2 tiers de son parcours. Au-delà de la Baume, elle rejoint la vallée de la Durance. D'Aspres-sur-Bûche et jusqu'à Veynes-en-Dévoluy, la ligne est à double voie. Elle croise la voie ferrée Marseille-Grenoble, dite ligne des Alpes. La voie unique Livron-Aspres est l'itinéraire normal d'accès au Briançonnais depuis Paris et Lyon. En relation avec le développement du tourisme dans la région de Briançon, son activité est loin d'être négligeable. Au site classé dit le Claps, la ligne contourne un amoncellement d'éboulis rocheux et traverse la Drôme, véritable torrent, sur un pont métallique construit en 1890. Long de 217 mètres et d'une hauteur de 44 mètres, ce viaduc comporte 4 travées indépendantes de 54 mètres chacune, reposant sur 2 culées et 3 piles intermédiaires en maçonnerie. En rampe à 20 pour 1000, la voie repose sur un platelage métallique supporté par 2 poutres latérales à treillis multiples. La dénivelée entre les appuis extrêmes est de plus de 4 mètres. Les visites d'auscultation traditionnelles révélèrent progressivement des zones d'oxydation profonde sur le tablier. Malgré des remises en état localisées en 1974, puis générales en 1975, la fatigue, la vieillesse du métal et son oxydation favorisée par le climat font naître de nouvelles fissures. Et le 2 janvier 1976, tout trafic est interrompu. Le remplacement de l'ouvrage s'impose. La solution du tout métallique est retenue car elle évite la surcharge des piles du pont et sa mise en œuvre, tout en étant rapide, n'exige pas trop de place. La société Baudin-Châteauneuf, à qui est confiée la totalité du chantier, s'installe côté Luc-en-Diois. Après dépose de la voie, les travées de 5,60 m de hauteur sont exhaussées horizontalement en vue du délançage. Cette opération commencée côté Aspres se termine par le dégagement de la culée côté Luc-en-Diois. Des portiques composés de montants métalliques fixes et de traverses mobiles superposables permettent le levage par étapes à l'aide de vérins. Entre 2 opérations de levage, la traverse mobile repose sur des broches. Les travées sont éclissées entre elles. Le délançage peut commencer. Un treuil installé dans l'axe tracte progressivement le tablier. Des galets mobiles assurent le guidage et la sustentation du tablier. Côté Aspres, un arrière-bec fixé en 3 étapes à l'extrémité de la dernière travée limite l'effet de charge en porte-à-faux.
Côté livron, l'aire de délancement est restreinte. Aussi faut-il, au fur et à mesure de son retrait, découper au chalumeau le tablier. Préfabriqué en usine à Châteauneuf-sur-Loire, un des 9 tronçons composant le nouveau tablier arrive au chantier d'assemblage de Lucandillois. Long d'environ 24 mètres, un tronçon pèse 60 tonnes. Il comporte 2 poutres latérales à âme pleine de 3 mètres de hauteur, supportant un platelage métallique renforcé. À côté du chantier d'assemblage, sous un abri atelier, le platelage de 18 mm d'épaisseur est soudé automatiquement sous flux en poudre. Les installations utilisées pour le retrait de l'ancien tablier vont maintenant servir au lancement du nouveau. Les tronçons sont approvisionnés et assemblés au fur et à mesure des besoins. Après montage, chaque tronçon est acheminé au chantier sur des loris. Au fur et à mesure du lancement, les tronçons sont éclissés entre eux au moyen de boulons haute résistance, le raccordement du platelage étant fait par soudure. Un avant-bec de 15 mètres réduit l'effet du porte-à-faux de la première travée. Au cours du lancement, le tablier reçoit une chape d'étanchéité collée sur le métal, elle-même recouverte par une contre-chape en asphalte porphyré. L'avant-bec atteint la culée aspre. Le nouveau tablier étant moins haut que l'ancien, les piles en maçonnerie ont reçu des rehausses en béton armé de 2,50 m. Les portiques servent maintenant à la mise en place du nouveau tablier. Ils sont coupés au chalumeau au fur et à mesure de la descente des travées. Le tablier repose sur des appareils d'appui en acier moulé, encastrés dans les corps des têtes de pile éculées. Posée sur 350 mètres cubes de ballast, la nouvelle voie en rail U36 soudée comporte un appareil de dilatation côté aspre.
Le 10 novembre 1976, les circulations sont rétablies. 4 mois d'études et 6 mois de travaux suffirent pour redonner une nouvelle vie au viaduc du Claps. La gare de Saint-Lazare a été construite en 1886 et n'a pas fait l'objet de travaux de rénovation depuis les années 1970. La gare Saint-Lazare est pilotée par la direction des gares qui a décidé pour l'ensemble des gares parisiennes d'effectuer de grands travaux de rénovation dont Saint-Lazare fait partie. Quand on va faire un projet dans une gare, on commence par en faire l'histoire. Et donc on fait un inventaire de tout ce qu'on peut trouver d'intéressant au niveau patrimoine qui peut dater de différentes époques. Donc à la gare Saint-Lazare, on a fait ça et effectivement, on n'avait pas besoin de déshabiller grand-chose pour voir ces vitres peintes qui sont quelque chose de caractéristique de la gare Saint-Lazare et donc d'important qu'on a décidé de remettre en valeur en les nettoyant. Le projet de Demain Saint-Lazare consiste à rendre plus agréable au public la gare, plus fonctionnelle, avoir un meilleur confort acoustique, de chaleur, tout en rénovant le patrimoine de la gare, tout en lui rendant le panache qu'elle avait au XIXe siècle. Au début, on allait prendre le train, surtout à Saint-Lazare, avec des grandes robes et des grands chapeaux. Et ensuite, ça a été beaucoup plus les ouvriers qui venaient et qui habitaient en banlieue. Donc pour ces gens-là, on a fait plus de petits kiosques pour les journaux, de petits kiosques à billets, etc. Et là, on a commencé à avoir une accumulation de choses dans les gares. Donc le but aujourd'hui, c'est d'enlever au moins sur les murs toutes ces couches pour retrouver, autant qu'on pourra, la grandeur de la gare du XIXe siècle. La technique, c'est un verre qui est sablé, en laissant un petit cordon transparent. En fait, ce petit cordon a été fait vraisemblablement avec de la colle de peau de lapin et puis un pinceau qu'on a laissé couler assez largement pour faire des effets un peu ronds comme ça. Et ensuite, l'artiste a choisi de quelle couleur il voulait mettre. Les vitraux sont très postérieurs à la construction de la gare, puisque la première petite gare Saint-Lazare date de 1849. Ensuite, elle a grandi, elle a beaucoup évolué, elle a grandi successivement 5 ou 6 fois. Et ces vitraux ne sont arrivés qu'en 1930. On va essayer de diminuer un peu cet effet de tache pour que ce soit quand même que ça fasse pas décrépit, mais en même temps garder quand même le côté moelleux de cet effet-là pour qu'il donne en fait sa qualité de verre ancien. Maintenant, il faut d'une part donc atténuer et faire boucher les manques et puis retrouver une homogénéité à l'ensemble, en gardant au maximum les verres anciens. Parce que c'est sûr que refaire ce verre-là, recouper, remettre les caches ici, repeindre, resabler, refaire le verre, c'est plus rapide finalement que de le nettoyer, de le recoller, de le repeindre. Mais bon, il faut respecter aussi le travail ancien. Voilà. La partie principale des panneaux qu'on a retrouvés dans la cave, donc la partie centrale d'un des panneaux. Et donc vous voyez tout ce qui a subi l'humidité, en fait tout est décollé. Voilà. Donc par contre, le reste n'est pas abîmé.
Et toute la gare est dans cet état-là. Il faut juste dépoussiérer, nettoyer. Et pratiquement tout ce qui est dans la cave est dans cet état-là. Quand ça se décolle tout seul, on ne peut pas le garder, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est on peint par en dessous en regardant au-dessus pour arriver à trouver la bonne couleur. On arrive à retrouver à peu près la teinte. Alors là, comme c'est un petit peu patiné, un petit peu jauni, je vais mélanger un petit peu de brun pour arriver à avoir un peu les mêmes genres d'effets. Voilà. Comme ça, j'aurai plusieurs tons. Ces vitraux sont un témoignage de culture ferroviaire, puisque en 1900, à la gare de Lyon, on trouve des peintures qui représentent toutes les villes du réseau. On trouve aussi à Toulouse, en 1890, des écussons qui montrent toutes les villes du réseau. Et ici, les vitraux représentent aussi ces villes desservies. La couleur d'origine, c'est tout ce qui est noir. Et vous avez un micro-décollement de toutes les parties peintes. Là, vous avez vraiment les noirs presque noirs, à peine décollés. Ici, vous avez un dégradé régulier jusqu'au gris. Et puis ici, carrément, on voit que tout est décollé, il n'y a quasiment plus rien. Là, il n'y a plus rien du tout. L'huile de lin a la propriété, en fait, c'est d'une texture extrêmement fine. Et elle va pouvoir pénétrer donc, sous la peinture micro-écaillée et retrouver le noir d'origine. En même temps, c'est transparent, donc on garde la couleur d'origine en transparence. Ici, on a mis un petit peu d'huile de lin derrière et on a obtenu donc la couleur d'origine noire qui est revenue rapidement. S'ils avaient été faits en 1910, on aurait peut-être eu quelque chose d'un peu plus art nouveau, plus avec des fleurs, des rondeurs. Là, ils sont assez simples, ils doivent représenter quelque chose, ils sont figuratifs. Puisqu'en 1930, on était plutôt dans des lignes assez pures du modernisme. Voilà, tout ce qui était entre les deux a durci avec les UV, donc c'est très pratique et on essuie tout ce qui dépasse. Voilà. Vous avez un collage qui est pas trop visible. Voilà. Là, c'est toute une partie de verre décoré qu'on a trouvé derrière un verre cassé. Il y en avait un, il y en avait un deuxième. Deuxième partie, voilà. On a essayé de reconstituer aussi. On a réussi à retrouver des dessins. Et puis en fait, ça ne correspondait absolument pas au verre qui nous manquait. Donc on l'a recommencé. On a donc recherché une image de la cathédrale de Bayeux. On a reconstitué en perspective la partie manquante. On l'a redessinée. Voilà. Là-bas. Les principales contraintes, c'est au vu de la clientèle qui emprunte chaque jour cette gare, donc 450 000 personnes. Donc nous avons vu avec l'entreprise pour minimiser ces contraintes. Par exemple, les échafaudages ont été répartis de telle façon à gêner le moins possible les flux. Les agents de l'escale ont été avertis de cette situation pour prendre en main la clientèle, ce qui permet la réalisation de travaux et notamment la restauration des verres peints dans vraiment de bonnes conditions. Là, c'est la partie ancienne. Voilà. Et là, la partie neuve. Ce sont des ouvrants qui étaient dans des fers rainés en U, et avec la rouille, ça a éclaté, ça a gonflé, ça a fait éclater toutes les parties basses qui prenaient l'humidité. Et donc, sur tous ces panneaux-là qui étaient dans la cave, il faut couper la base et la refaire, quoi. Voilà. Je ne pouvais vraiment pas couper plus court compte tenu de toutes les casses qu'il y avait ici. Parce que c'est quand même un verre épais et faire une forme comme ça, c'était un peu délicat et pas plus joli. Donc je vais glisser ce verre là en dessous, puis je vais me servir de ce verre là comme gabarit. Le verre est épais quand même. Donc maintenant je vais reproduire tous les petits dessins,
Tous les petits zigouigouis, là, je vais les reporter là-dessus. Alors évidemment, on ne respecte pas tous les millimètres, mais ce qui est important, c'est de respecter l'esprit du graphisme. Donc maintenant c'est une colle qui est sèche tout de suite, hein, qui durcit très rapidement, donc on peut tout de suite la sabler. Tous ces petits fils là vont partir au sablage et on va arriver à creuser tout le fond du verre, tout ce qui n'est pas protégé. Voilà, je vais pas enlever les autres, ça nous sert de cache après. Donc c'est en relief, ça a creusé tout le tour. Donc c'est ce point là, voilà. Vous voyez, là, ça a été donc sablé partout, ça a été creusé tout autour. Ce qu'on aimerait en fait dans les gares de demain, c'est que les voyageurs qui passent dans la gare ou même les gens du quartier ne marchent pas en regardant par terre, mais plutôt regardent en l'air et se disent « Oh, mais il y a des belles choses dans cette gare ». Ce projet de très très grande envergure va lui permettre de s'inscrire encore plus qu'actuellement dans la ville, dans le tissu urbain, offrir à notre clientèle des nouvelles prestations en termes de services, avec un tout nouveau système d'information voyageurs, en termes de commerce, puisque nous allons doubler la surface de commerce existante. Et le but de ce projet, s'il était atteint, serait que les gens soient à la fois bien dans le trafic de la gare, sachent où acheter leurs billets, etc. Mais en plus lèvent le nez et se disent « Oh, mais il y a des vitres peintes, elles sont blanches d'un côté, elles sont jaunes de l'autre côté, et elles représentent des villes. Tiens, je connais cette ville-là, oui, je reconnais ce monument-là. » Et ça serait vraiment intéressant, c'est ce qu'on espère. Donc on va même les éclairer de derrière pour que les couleurs soient plus vives et qu'enfin les gens les voient. En voiture. Maintenez les portières fermées, s'il vous plaît. Attention, au départ. Ces machines-là ont circulé jusqu'à la fin des années 50. Elles ont été carénées au début du siècle. Vous remarquerez que sur toutes les machines à vapeur, la carène a été rajoutée par la suite. Les conducteurs étaient à l'extérieur. On raconte un peu le passé et l'intérêt des cheminots qui faisons la même chose que nous, c'est qu'on a toujours une petite anecdote supplémentaire qui n'est pas dans les livres par expérience en fait. Il y avait 2 essieux porteurs, 3 essieux moteurs. Ça fait le 4e jour que je fais ça, avec l'envie de partager avec les gens. C'est formidable parce que personne ne s'attendait à une foule de cette importance en fait. Avec la belle forme, qui survole Paris. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel.
des machines à vapeur. De les voir, on a l'habitude de les voir dans des musées. Hein, à Mulhouse, entre autres, parce que là, on les voit, elles sont dans un paysage, quoi. Il y a de la verdure autour, tout ça, c'est beau. Les premières locomotives, là, qui sont très intéressantes parce qu'il y a un très beau cuivre dessus et c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est un travail d'art, en fin de compte. Et c'est un travail aujourd'hui que je pense qu'on ne voit plus beaucoup. On se demande d'ailleurs comment ça peut marcher. La chaudière est remplie d'eau entre les tuyaux et la fumée traverse les tuyaux et du coup ça chauffe l'eau. Il y a une chose qui est réussie, il y a le bruitage. Hein. J'ai entendu le bruitage. Je reviens à le conducteur. Tchou tchou. Attention, on va se crever. C'est toute une histoire. J'aurais bien voulu voyager dans ces trains. Ah oui, moi ça me plairait. Technique à vous poser. Je peux vous répondre parce que je ne suis pas un féru de la rap. Il y a un impact très fort sur les locomotives à vapeur et le vieux matériel ferroviaire. Et puis la voiture Pullman qui fait rêver les gens. Hein. Plaisir de voir ça. C'était la belle époque. Quand on voit l'évolution, si, c'est très très beau. L'ancien c'est beau, mais c'est vrai que le nouveau aussi. On voit le progrès. Ça fait de l'émotion parce qu'il y a aussi des trains qu'on a connus étant jeunes, comme la bébé qui est ici là. 1955. Est-ce que vous étiez né en 1955? Voici le 300. On le dépasse. Malheur, on signale au périscope que le panneau arrière est fondu. On remonte l'autre et en avant. Oui, il y avait des casques. Est-ce qu'on met un casque pour aller dans le train? 320. Extraordinaire cette locomotive. Elle a gagné le record de vitesse, 331. Eh oui. C'est la première fois qu'un train allait aussi vite. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vois qu'il reste encore quelques places. Là, vous allez pouvoir écouter un cheminot qui vous parle de son travail au quotidien, si ça vous intéresse. Je m'occupe d'un système informatique. Alors mon titre, je suis assistant Bill Big Nav Mars. Ça ne veut rien dire pour la plupart des cheminots, alors pour vous j'imagine c'est encore pire. Pour une fois, nous avons eu l'occasion de pouvoir présenter notre métier dans le cadre de cette exposition et pour pouvoir être en contact avec les clients, les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir habituellement dans les triages. Le train Théose, vous allez le généraliser à toutes les lignes corail? On va à partir de début 2004 proposer Théose. Le public connaît le guichetier, la personne qui vend des billets, connaît les agents qu'on voit sur les quais qui donnent le départ des trains, mais le reste, les autres agents qui composent l'entreprise ne sont pas vraiment connus du grand public et je pense que là, c'est un bon moyen d'aller à la rencontre du public. La bouteille
motorisée dans une motrice TGV. Oui. TGV réseau, c'est-à-dire qui peut circuler partout en France. Elle voit suivant les lumières et suivant ce qui s'affiche. Elle sait si elle doit s'arrêter, si elle doit ralentir, tout est informatisé. Et il y a des balises au sol qui retransmettent l'information à la rame. Nous, on a été surtout sollicités parce qu'on avait du matériel entreposé pour construire le TGV Est. Et c'est le matériel qui va servir pour construire les bases du TGV Est. Et c'est le matériel qui vient du TGV Méditerranée. En fait, ils ont demandé des volontaires pour travailler sur les Champs-Élysées. Et puis, je me suis porté volontaire parce que bon, ça change d'ordinaire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Poser de la voie, proprement dit, c'est banal, quoi. Sur les champs, un peu moins. Là, je crois qu'on a tiré celui-là. Hop, on l'enlève. Le voilà, il est parti. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que regardez ça. Ça, c'est des pavés. C'est les pavés des Champs-Élysées. Et juste à côté des pavés des Champs-Élysées, c'est exceptionnel. Regardez, des traverses et des rails. C'est complètement fou. C'est tout simplement l'opération Train Capital qui est à son sommet pendant dizaine d'heures, une petite douzaine d'heures. Le nouveau corail circule sur cette voie éphémère, cette voie qui est installée uniquement aujourd'hui, le 1er juin 2003. Vous pouviez dire d'ailleurs, j'ai vu, j'y étais. Eh bien, un train circule ici, de la place de la Concorde à peu près au bas des Champs-Élysées jusqu'au... Bon, là, on vient le voir, le fixer pour les enfants, les petits-enfants. Hein. Ils ne croiront jamais. Jamais on n'aurait pensé une chose pareille. Hein. Sur ces rails. Voilà, c'est lui qui a conduit. Bravo. C'est un plaisir de quitter sa province pour monter sur les Champs-Élysées, faire voir que nous sommes cheminots, sommes fiers d'être cheminots et de montrer au public ce que nous pouvons faire. Et c'est super parce que quand on voit là comme ça, on dirait que c'est la Coupe du Monde, quoi. Je suis agent d'escale en gare de Lorient. Moi de Saint-Pierre-des-Corps, à côté de Tours. Je suis conducteur de holocotracteur en gare de Lille-Flandre. Je suis en formation conducteur à HR. Je travaille à la direction de la recherche et de la technologie. Je suis agent circulation en gare de Saint-Mont-la-Bretèche. Alors nous sommes l'harmonie des chemins de fer d'Épernay. Quand on se voit tous là, tous habillés comme des schtroumpfs rouges, on est tous des cheminots avant tout. Et ça, c'est vraiment bien. Et surtout, on est tous des gens qui sont non seulement cheminots, mais cheminots dans le cœur, c'est-à-dire des gens qui aiment le train. Gare éphémère, nous y sommes, qui s'appelle Concorde, Champs-Élysées, et le train va remonter d'1,4 km sur les champs pour aller vers le Fouquet's. J'ai pris effectivement le service là pour le train de 15h30 jusqu'à 20h ce soir, donc c'est moi qui autorise le mécanicien à mettre le train en marche. Et pourquoi vous avez tenu à venir embarquer ici? Qu'est-ce qui vous exalte? Je suis un fanat de chemin de fer.
On a vu des avions, on a gagné la Coupe du Monde sur les Champs-Élysées. On n'avait jamais vu un chemin de fer sur les Champs-Élysées. C'est aujourd'hui un rêve accompli pour les organisateurs et surtout pour moi. Je suis très heureux. Je suis en extra, mais je suis tout à fait heureux de participer à cet événement parce que je pense que ça ne se refera pas avant plusieurs années. Et puis c'est assez exceptionnel de rouler sur les Champs-Élysées à bord d'un train. C'est quand même assez original, donc bon, on en profite si on peut. Qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est le billet de train éphémère. Montrez-le, on va le regarder à la caméra. Voilà, il y a un billet de train. Ça va être un collector celui-là. Les clients sont tous très enthousiastes de voyager à bord de ce train et ils sont tous émerveillés et contents. Ça impressionne et ça fait rêver, je pense, certains. C'est impressionnant. Ce qui me fait plaisir, c'est que déjà, ce sont des gens qui sont venus parce que le train pour eux, ça signifie quelque chose. Demain, quand je vais rentrer en société, je vais rencontrer mes collègues de travail et puis je vais essayer de leur transmettre un petit peu de la joie que j'ai eue pendant cette journée. Je crois que pour moi, ça restera gravé dans ma mémoire pour la vie. Magnifique et beaucoup d'ambiance. Dans une vie de journaliste, il y a des gens que l'on croise et que l'on n'oublie pas. Philippe Mirville fait partie de ceux-là. C'est un passionné comme on les aime. Fils de cheminot lui-même, puisqu'il est à la communication de la SNCF. Il brille par sa connaissance du chemin de fer, sa passion et sa fonction. Il est président de la Cité du Train. Alors déjà, ça me tient à cœur personnellement parce qu'une des locomotives fétiches qui est ici, la Crampton numéro 80, je l'ai connue quand j'avais 10 ans et j'ai circulé dessus. Je la retrouve donc plusieurs années plus tard. Et deuxièmement ici, c'est tout le patrimoine du chemin de fer français qui est présent ici. Et il faut absolument conserver toutes ces pièces pour témoigner de l'actualité du chemin de fer, de toutes ces idées d'avance qui ont permis de concevoir et de construire ces matériels. Et on ne peut pas évidemment ne pas penser à tous les cheminots, qu'ils soient des anciennes compagnies également de la SNCF, qui ont servi le chemin de fer dans un seul but, pouvoir permettre de transporter le public et les marchandises dans toute la France. Donc c'est un petit peu aussi l'aménagement du territoire en quelque sorte. Il y a un terme, une expression que vous n'aimez pas, c'est le mot musée. Ici ce n'est pas un musée, vous dites non, ce n'est pas un musée, parce qu'un musée c'est statique, c'est figé, mais c'est une cité du train.
Oui, il y avait le musée français du chemin de fer qui a vécu pendant 35 ans. Maintenant, nous avons décidé d'en faire une cité. C'est-à-dire que le musée a une connotation un peu vieillotte, un petit peu poussiéreuse, notamment pour les jeunes. Les jeunes ne sont pas enclins à aller visiter un musée. Ce que l'on veut à l'heure actuelle, c'est répondre à la demande de visite de nos clients, de nos visiteurs. C'est-à-dire quelque chose qui soit animé et qui raconte surtout une histoire. Nous avons de très beaux modèles ici, qui sont certes statiques, mais qui ont besoin d'être animés avec des vidéos, avec des commentaires, pour permettre de comprendre, par exemple, la Micheline. On en parle souvent. Qu'est-ce que c'est qu'une Micheline? C'est un autorail qui est sur des pneus. Et on explique pourquoi Michelin, un jour, a décidé de construire ce type d'appareil. Vous voulez resituer le chemin de fer dans son contexte économique et social, surtout. Son contexte économique et social et aussi ce qu'il a apporté. C'était le moyen de transport qui a permis le développement industriel au XIXe siècle. C'est un moyen de transport aussi qui a accompagné, je dirais hélas, tous les conflits nationaux. Le chemin de fer a permis évidemment aux soldats d'aller en direction du front, a permis d'alimenter les armées, a permis aussi d'évacuer les populations. Et puis aussi, le chemin de fer, ce sont les trains de luxe, ce sont les trains de la vie quotidienne, c'est le métro. Donc c'est tout un ensemble de choses qui permet notamment aux jeunes visiteurs ici de la Cité du Train de comprendre l'évolution de la France, de comprendre aussi son histoire socio-économique. Je me suis amusé de faire un petit calcul. Si on avait conservé une pièce de chaque série de locomotives, de voitures, de wagons, d'autorails qui existaient sur les territoires français, on aurait ici plus de 4000 pièces de présentées, ce qui est impensable pour une visite. Alors qu'il y en a? Il y en a exactement 102. À l'heure actuelle, à la SNCF, nous disposons d'environ 180 véhicules qui témoignent du patrimoine de l'entreprise et des anciens réseaux. On en présente 102 à Mulhouse. Il y en a d'autres qui sont garés à droite et à gauche, et même en attente de restauration. Ce qui me manque le plus ici, c'est de pouvoir pénétrer pour le visiteur dans l'atmosphère ferroviaire. C'est-à-dire ce que je voudrais ici, c'est que le visiteur puisse rentrer dans une cabine d'aiguillage, comme l'on dit, dans un poste de commandement, dans une cabine de conduite, qu'il rencontre des personnages qui pourraient lui parler et lui dire ce qu'ils font et comment fonctionne le chemin de fer. Puisque ici, on a une très belle collection, évidemment, de véhicules qui sont des véhicules comme des locomotives à vapeur, des locomotives électriques, des diesels, des autorails. On a besoin aussi de comprendre comment fonctionne le chemin de fer. Par exemple, sur le TGV, comment est assurée la sécurité au quotidien? Comment est-ce qu'on prend le courant par l'intermédiaire notamment de pantographes? Comment on prenait le courant dans le temps par intermédiaire de frotteurs sur le 3e rail? Donc on a besoin de comprendre comment tout cela fonctionne, puis comment tout cela nous permet, tout un chacun aujourd'hui, de pouvoir nous déplacer en France, et notamment à la vitesse de 320 km/h.